performance du cerveau. Car c'est bien le cerveau de cet homme qui est aux commandes. Ce cerveau qui s'est fait lui-même pendant une vie entière. Sans arrêt, il se façonne et se reconstruit. Le cerveau est encore l'une des grandes énigmes de l'univers. Un apprentissage inlassable, commencé très tôt et poursuivi sans relâche à l'âge adulte. À présent, c'est un très grand succès, récompense de milliers d'heures de travail. De jeunes interprètes s'engagent dans cette voie difficile, comme Vinh Pham, 23 ans, parisien d'origine vietnamienne. Très bien. Il faut que ça aille. Vinh a commencé le violon à l'âge de 7 ans. Il travaille ici le concerto de Tchaïkovski avec Ivry Gitlis. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, voilà. Ça, ce sont les accidents nécessaires dans la vie. Avec ces accidents-là, on apprend quelque chose. C'est vrai. Ah oui? Bon, vas-y. Cette précision du jeu, cette maîtrise de l'instrument, il a bien fallu que Vinh les acquiert. On ne vient pas au monde avec un violon dans les mains. La plupart des gens meuvent leurs doigts au millimètre près, en un quart ou une demi-seconde. Un violoniste peut poser ses doigts sur les cordes à quelques dixièmes de millimètre près, jouer une note tous les dixièmes ou vingtièmes de seconde. Des années d'exercice, au cours desquelles il a bien fallu que le système nerveux se modifie. En parlant de musique, d'émotion, de rêve, comment oserons-nous évoquer cet organe qui pèse 1500 grammes? L'image par résonance magnétique ne renseigne pas sur les circuits moteurs, mais situe au moins les régions concernées. La main droite de Vinh est mise en mouvement par des ensembles de neurones situés du côté gauche. C'est aussi l'hémisphère du langage, des concepts et de la logique. À l'inverse, les doigts de sa main gauche sont commandés à partir de l'hémisphère droit, où prédomine la perception de la musique et l'imaginaire. La perfection du geste dépend de circuits de contrôle innombrables retraités au-dessous de l'écorce dans les ganglions de la base qui harmonisent les gestes et les coordonnent. Ces circuits apprennent à régler la souplesse du geste et son harmonie. Lorsque cette régulation se détériore, comme dans la maladie de Parkinson, le geste devient raide et se bloque. Entre cette main-là et celle de Vinh, quelle différence? Ces circuits détériorés chez le malade sont entraînés à l'extrême chez les danseurs, les acrobates, les virtuoses. Vinh, à 23 ans, doit encore affiner la coordination des doigts, des poignets, des bras, jusqu'à ses limites de souplesse et de rapidité.
On va juste reprendre un peu. Je veux dire, dans le sens, tu ne joues pas seulement avec un doigt, tu ne joues pas avec une main, tu ne joues pas avec... C'est l'ensemble, c'est tout. Alors, faisons une expérience. Je veux dire que tu laisses tes épaules, le poids de tes épaules, le poids de tes bras, le poids du temps que ça prend de faire un mouvement. Oui. Ça doit pouvoir bouger, après ça doit pouvoir bouger, puis ça va, et puis ça doit être libre, et le poids doit jouer avec. Parce que le poids te donne le temps. C'est comme le saut d'un animal qui prend son temps et qui connaît son poids, et qui connaît sa possibilité, et qui sent presque comme un radar là exactement où il va aller. Tu vois? Ainsi, à force d'exercice, le mouvement volontaire deviendra automatique et inconscient. Le rôle de ces relais a été confirmé par une technique d'exploration nouvelle, la scintigraphie en coupe. Des éléments radioactifs à vie très courte s'accumulent dans la partie du cerveau qui travaille le plus à un moment donné. Les signaux émis, retraités par ordinateur, s'inscrivent sur un écran. Par exemple ici pendant le mouvement volontaire de la main. En même temps, des signes d'activité proviennent des relais chargés d'améliorer la souplesse et l'exactitude du jeu, ainsi que d'un autre relais en dérivation, le cervelet, qui règle le tonus de l'ensemble du corps et lui donne son équilibre. En apesanteur, un cosmonaute ne peut ni jouer du violon ni danser, car le cervelet n'équilibre plus le tonus du corps entier. C'est pourquoi Ivry Gitlis insiste tellement sur une position correcte des jambes. Oui. Bon, regarde. Car cet équilibre, Vigne doit encore le construire. Des circuits moteurs secondaires doivent encore être connectés. Alors tu vois, voilà ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive là? Il arrive ça, c'est très intéressant tout ça. Ça veut dire quoi? Tu vois, regarde, tu joues avec tes mains, tu joues avec tes doigts, mais lorsqu'il s'agit vraiment de faire participer tout, ben il y a des décalages. Et c'est ça le problème. Et quand tu vois que c'est difficile à un moment comme ça, c'est là que tu dois travailler. Un adulte peut-il encore changer le câblage de ses circuits? Nous l'avons vu, la main droite de Vigne est commandée par une région précise, l'aire motrice de l'hémisphère gauche. Un patient était paralysé de la main droite. Le front étant ici tourné vers le haut, la scintigraphie montre en effet une activité réduite du côté gauche. En 3 semaines, l'homme récupère l'usage de sa main. L'activité est alors répartie sur les 2 hémisphères. Des 2 côtés, mais surtout du côté opposé, les circuits moteurs et leurs relais assureront désormais la commande qui a été endommagée d'un côté. Cette plasticité du cerveau humain n'existe dans aucun système d'intelligence artificielle. Pourtant, les nouvelles technologies ne cessent de progresser. Ce robot pianiste japonais lit et interprète les partitions. Avec cependant une limite infranchissable, ces puces de céramique, ces réseaux de cuivre sont rigides. Au contraire, nos circuits nerveux sont vivants, comme le sont les neurones, les câblages qui les unissent. Les milliards de cellules auxiliaires, tels ces macrophages infatigables, qui réparent, entretiennent les réseaux. Le système nerveux se construit lui-même et ne cesse de se modifier. Par exemple, à force d'exercer certains muscles, les nerfs qui les commandent se développent. Nous voyons ici à gauche de l'écran le nerf qui commande un faisceau de muscles à droite.
il se ramifie. Une coloration spéciale a pu mettre en évidence la connexion nerf-muscle ou plaque motrice. L'image est un peu floue, mais elle est exceptionnelle. C'est la première fois au monde qu'un chercheur a pu montrer en lumière fluorescente, chez un mammifère adulte, une même connexion évoluer avec le temps. Le nombre des contacts augmente. La commande motrice devient plus forte, plus précise. Autre image exceptionnelle, un neurone cette fois. On a pu marquer avec un colorant, ici en jaune, la place exacte de ces connexions avec des neurones voisins. Et voici le même neurone des mois plus tard. Le nombre de ces synapses et leur place ont changé. Ces images au microscope, ici accélérées 500 fois, montrent chez l'embryon les fibres nerveuses cherchant à se connecter. Or, chez l'adulte, le facteur de croissance des fibres qui intervient chez l'enfant a été retrouvé en abondance. D'innombrables circuits secondaires se connecteraient tout au long de la vie, en particulier pendant un apprentissage aussi intensif que celui de Vigne. Cette main si expressive est contrôlée, corrigée par une foule d'informations provenant de tous les sens. En premier, de l'oreille, bien sûr. Il faut constamment essayer de t'imprégner de l'harmonie que l'orchestre te donne. C'est un peu comme quelqu'un qui se promène dans un paysage magnifique. Vigne doit écouter à la fois le piano qui remplace l'orchestre, les interventions constantes d'Ivry et son propre jeu. Fais-le. À chaque instant, l'oreille contrôle en retour l'exécution du morceau. Le résultat corrige l'action. On appelle cela une boucle de rétroaction ou feedback en anglais. Les cils auditifs séparent les fréquences et les codent chacune dans des fibres différentes. Des relais vont séparer les sons utiles du bruit ambiant et les enverront à l'aire auditif primaire. Le traitement de l'information nous est révélé au moyen de l'électroencéphalographie. La carte électrique du cerveau indique, ici en vert, la perception auditive. L'information passe aussitôt dans les lobes frontaux qui évaluent et programment les corrections à effectuer. En rouge, l'onde négative indique que l'écorce frontale attend l'information suivante. Ce transfert d'informations, filmé ici au ralenti, s'effectue en réalité en 50 millisecondes. En moins d'un dixième de seconde, le cerveau de Vigne écoute le son en retour, l'analyse, réfléchit, prépare la correction des notes suivantes et attend la suite. Regarde. Oui, regarde. Lentement, oui. Alors regarde-moi. Oui, lentement. Dans le miroir, Vigne prend conscience de son propre corps face à celui de son maître. Double miroir. Oui. Mais évidemment, comme dans toute chose, dans toute mécanique, si il y a une chose, par exemple, si tu fais ça, et là, ce n'est pas libre, alors ça ne pourra pas marcher. Parce que ça aussi, ça doit bouger. Le schéma corporel guidera l'exécution. Y participent tous les sens. L'audition, les perceptions internes et aussi la vue. C'est presque comme un ballon. Les articulations, l'oreille, les yeux. Un violoniste confirmé sait corriger la position d'un doigt en un dixième de seconde sur des quarts de ton. Un entraînement inlassable, tous les sens en éveil, un contrôle de chaque instant. Seule une volonté de faire est capable de transformer à ce point les facultés du cerveau. Produire des sons justes, très vite, c'est une performance.
Mais s'exprimer en musique tient d'un autre type d'apprentissage. Bon, écoute, là, bon, dans une chose rapide, d'abord, c'est toujours très difficile de passer d'une chose lente, tout d'un coup, à une chose rapide. Ça, je sais pas, il y a tout un mécanisme dans la tête qu'il faut changer dans un sens. Mais dans une chose rapide, tu dois, c'est pas chaque note, tu ne peux pas penser à chaque note. C'est pas possible parce que tu deviens fou. Non? Alors, il faut penser à un groupe dans un sens. Où ça va? Regarde. Il faut assembler les notes comme des lettres, en syllabes, en mots, en phrases, produire un langage, bref, créer des circuits spécialisés. Le début. Ça monte ici, c'est comme des escaliers comme ça, vers le titre. Et c'est la musique qui le joue, c'est un dessin. Mais ce matin, tu dois le travailler dans la tête. Bien, on va le jouer une fois ensemble, regarde. Et il y a le crescendo, le divin, ça monte. Après avoir appris à lire, à manipuler et à exprimer de telles configurations, un musicien utilise un nouveau langage symbolique. Dans certains passages, Vigne et Ivry jouent ici 12 notes à la seconde. Ils lisent ou se remémorent la partition une mesure auparavant. Ils anticipent le jeu d'au moins 700 millisecondes. Dans cet intervalle, à toute vitesse, une partie du cerveau élabore ce que l'autre partie va jouer l'instant d'après. Il construit un projet mental. Pour aider Vigne à structurer son jeu, Ivry martèle le tempo, lui fait chanter intérieurement la mélodie, calculer les effets, programmer la stratégie du jeu. Voilà. C'est simple. Bon, c'est facile. J'ai rien du tout. Non, mais ça, c'était très bien, ça. Comme le montre la scintigraphie, de très nombreux circuits se mettent en activité. Dans une région prémotrice, sont stockés les gestes préparés d'avance, gamme, arpège, accord. Encore faut-il les ordonner. Au centre du cerveau, l'hippocampe puise dans le stock de la mémoire, compare le projet actuel avec les leçons antérieures. Et le cortex frontal va élaborer les stratégies qui permettront d'interpréter le concerto de Tchaïkovski. Il faut réfléchir. Et réfléchir, ça veut dire aussi quand tu as un miroir, tu réfléchis. Le miroir réfléchit. Et ça, c'est la pensée aussi. Ta pensée réfléchit ce que tu penses. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ben oui, c'est le mot réfléchir, finalement. Ça veut dire quoi? Tu réfléchis ce que tu fais là, réfléchis de ce que tu penses. Et ça doit être le résultat de ce que tu penses. Et non pas que ta pensée suit ce que tu fais là. Là, c'est une catastrophe, alors. Je travaille souvent comme ça, avec chaque note. Pour chaque mouvement. Je dois entendre cette note ici, là au centre, là, ici. Là, avant que la note qui sort après ne soit finalement que le résultat de ce qu'il y a dans ma tête. Chante-le en même temps. Car dans l'écorce frontale se préparent mentalement à l'avance tous les gestes à exécuter. C'est pourquoi un musicien peut travailler un morceau sans même toucher son instrument. Bon, mais si tu le chantais, par exemple... Vigne jouera d'autant mieux qu'il saura le préparer mentalement. Il a appris à gérer séparément la préparation du geste et l'exécution. Dans l'écorce frontale, comme dans toutes les régions du cerveau, l'apprentissage établit de nouveaux circuits. Or, la croissance des fibres nerveuses n'explique pas toutes les modifications nécessaires. Un élément de la réponse se trouve peut-être dans l'astronomique complexité du cerveau. La coloration des réseaux neuronaux n'en montre ici qu'une infime partie. Pourtant, un seul neurone, et il en existe 100 milliards dans le cerveau, porte jusqu'à 100 000 connexions, ce qui fait
des milliards de circuits disponibles. L'apprentissage les sélectionne, les met en service, les renforce. Comment est-ce possible? Grâce à une transmission chimique de l'information, comme nous le voyons sur cette coupe d'un neurone. Voici deux connexions parmi d'autres, deux synapses aux fonctions opposées. L'une à gauche freine, l'autre à droite excite. En jaune, on aperçoit des vésicules contenant les messagers chimiques. L'apprentissage modifie leur équilibre. La coupe perpendiculaire d'une fibre nerveuse révèle ici 5 connexions chimiques, exemple de circuits humides, toujours modulables, toujours sous influence. Maintenant, on peut faire encore. Maintenant, un peu plus insistant. Voilà la grande différence. Les ordinateurs répondent par oui ou par non. Le cerveau, lui, traite le presque, l'à peu près, le je ne sais quoi. Grâce à ces circuits humides, le moindre neurone peut intégrer des données les plus diverses. Ainsi, toutes les composantes motrices, mentales et affectives peuvent constamment intervenir dans le jeu. Ivry ne lâche pas Vigne une seconde. Il le met sous pression. En fait, il n'y a guère d'apprentissage sans la relation maître-élève, gourou-disciple, avec tout ce que cela implique de stimulation, d'agacement, d'affection. En plus, Vigne doit compter avec la fatigue, l'humeur. L'humeur du violoniste, ce sont aussi ses humeurs. Certains circuits exécutent des ordres précis, d'autres les imprègnent d'un bain diffus de molécules régulatrices. Dans ce cerveau qu'on a longtemps cru solide et immuable, certains câblages possèdent des varicosités, des poches à neurohormones qui se déplacent et diffusent leurs humeurs sur de vastes ensembles de réseaux. De tels circuits diffus règlent le sommeil, la vigilance, l'humeur, la haine et l'amour, la tonalité unique d'une soirée de concert. À côté des circuits électriques rigides, des circuits humides, le cerveau contient des circuits flottants. La musique met le cerveau dans un état particulier d'extase, une harmonie interne encore inexplicable. Le cerveau n'est pas seulement un organe à communiquer, il crée l'émotion et le plaisir. Il les partage. Tu sens, tu continues, tu sens, le sens, ce public-là, il est nous sommes c'est ça, maintenant, à rien, tu leur dis encore quelque chose d'autre, c'est joli, Pour cela et pour d'autres motivations, il est capable d'efforts inlassables qui vont en retour le modifier lui-même dans sa structure et ses fonctions. Cette faculté, nous n'en donnons ici qu'un faible aperçu. Au-delà des circuits et des molécules, le plaisir de la musique. De faire autre chose, tu sois toi-même. Tu sens, le sens. Le public, c'est nous. Nous sommes le public. La musique, c'est nous tous. Voilà. Très bien. Très bien. Vigne achève un récital par Tzigane de Ravel. Après tant d'années de travail, il commence enfin sa carrière de concertiste. Il est à la fois l'interprète et son message. Il n'est plus que musique.
Ciao, 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 continue.